Donc bonsoir à tous, on va continuer le cours de commande numérique. Alors, on était resté la dernière fois sur le chapitre concernant les modèles des systèmes à temps discret. C'était le chapitre 4. On va continuer avec le chapitre 5 qui va s'intituler Réponse des systèmes à temps discret. Là, je vais aller assez vite. Pourquoi? Parce que je vais me répéter un peu. Rappelez-vous, on a vu plusieurs types de réponses. La réponse impulsionnelle, donc ça c'est quand vous prenez U de K, une entrée égale l'impulsion, delta K, c'est-à-dire delta 0 égale à 1, le reste le signal est nul, et la réponse indicielle, c'est facile, la réponse indicielle, vous prenez un échelon unité, c'est-à-dire, soit vous notez tout simplement U de K égale à 1 ou gamma K. Comment je fais pour calculer ces réponses? Je peux, premièrement, ce sera mon premier paragraphe, je vais aller assez vite, c'est à partir de la fonction de transfert en Z. Pour avoir la fonction de transfert en Z, donc on suppose qu'on l'a, ou alors on a G2S, on calcule ensuite la fonction de transfert du procédé échantillonné, et on a G2Z. Donc ça veut dire que tout simplement, vous dites Y de Z, c'est G de Z fois U de Z. Et U de Z, vous le remplacez soit par la transformée en Z de l'impulsion, c'est-à-dire 1, ou de l'échelon, c'est-à-dire Z sur Z-1. Et vous avez finalement la transformée en Z de la réponse soit impulsionnelle ou indicielle. Et ensuite, pour avoir l'expression de Y de K, comment je fais? J'applique la transformée inverse en Z, et vous pouvez appliquer soit, alors, on l'a vu, le plus simple, ce qu'on va utiliser assez souvent, c'est les décompositions en éléments simples. Et ça va vous donner YK. Ou alors, la méthode des résidus. Qui vous permet d'obtenir ici également Y de K. Ça, on l'a vu. Je ne vais pas trop m'attarder. C'est pas la peine de passer du temps là-dessus. L'autre méthode, c'est directement à partir de l'équation récurrente. Donc ça sera grand 2. Alors, je vais prendre un exemple. Je vais supposer qu'on connaît la transformée en Z. Alors, non, je vais l'écrire directement.
à partir de la fonction de transfert, on a g de z égale à 1 sur z au carré moins 3z plus 2. Et on veut calculer quoi? On veut calculer à sa réponse impulsionnelle. On peut faire comme tout à l'heure. On remplace, on calcule y de z, c'est g de z fois u de z c'est 1, donc ça sera finalement la transformée inverse en z, la transformée en z de la réponse impulsionnelle, c'est g de z. Ça c'est pareil qu'en Laplace, hein. Et donc on applique la décomposition en éléments simples, ou alors on a de la chance, on trouve l'élément dans la table des transformés et on calcule aisément yk. Ou alors, je vais dire que g de z c'est quoi? C'est y de z sur u de z. Donc ça veut dire que z au carré moins 3z plus 2 fois y de z est égal à u de z. D'accord? Ça je fais, hein, u de z fois 1 égale à y de z fois z au carré moins 3z plus 2. Donc ça veut dire que tout simplement z au carré y de z moins 3z y de z plus 2y de z égale à u de z. Si je prends la transformée inverse en z, on a quoi? On a y de k plus 2. Pourquoi y de k plus 2? Parce que rappelez-vous, vous avez une puissance positive, vous avez le 2, donc ça veut dire que vous avez un signal qui est avancé de 2 périodes d'échantillonnage. Donc y de k plus 2 moins 3 y de k plus 1 plus 2 yk égale à u de k. Voilà votre équation récurrente. Bien sûr, avec mes conditions initiales nulles, c'est-à-dire y0, y1 égale à 0. Et ensuite, ça c'est quelque chose qu'on pourrait programmer en informatique. Alors, u de k c'est quoi? Ça vaut 1 pour u0, sinon ça vaut 0. Donc ça veut dire tout simplement, alors y0 c'est 0, y1 c'est 0, y2, vous le faites, vous remplacez k par 0, c'est 3y1, moins 2y0, plus u0. u0 ça vaut 1. Donc ici tout simplement, c'est 1 pour y2. y3, c'est quoi? C'est 3y2, moins 2y1, plus u1. Donc U1, ça sera 0, U2 jusqu'à U l'infini, c'est 0. Donc ça sera 3U2, 3 fois 2, 3 fois 1, 3, moins 2 fois 0, ça fait 3. YK, 4, c'est 3U3, moins 2, Y2, plus U2. Et ça, vous remplacez. Ça fait 3 fois 3, 9, moins 2 fois 1, 9 moins 2, 7. Voilà. Etc. etc. Pareil, y5, et là j'ai de la chance, mais alors si je calcule y5, vous allez voir, c'est 3y4, moins 2y3, plus u3. Alors u3 c'est 0, 3 fois 7, 21, moins 2 fois 3, 6, 15. Donc là on pourrait le programmer. En informatique, ce serait facile de programmer, de faire un programme pour calculer la valeur des échantillons. Et on obtiendrait directement, on pourrait comme ça calculer les valeurs des échantillons pour k égale à, jusqu'à k égale à 10 par exemple. Ça pourrait se faire très facilement, ou 100. Et là, si vous regardez l'expression, bon là j'ai de la chance, mais ce n'est pas toujours le cas, on peut montrer que yk égale à 2 puissance k moins 1, moins 1. Si vous n'êtes pas convaincu, vous pouvez refaire. Vous pouvez faire la décomposition en éléments simples. Alors vous allez tomber sur deux pôles, un pôle égal à 1, un autre pôle égal à 2, et vous allez voir que vous allez avoir une expression de la réponse impulsionnelle qui va s'écrire sous cette forme. Là je le déduis indirectement à partir, on voit on a
3, 7 et 15. Donc c'est 2 puissance k moins 1 moins 1. Puisque pour k égale à 1, ça fait bien 2 puissance 2, c'est-à-dire 4 moins 1, 3. Pas de problème. Voilà. Donc voilà pour le chapitre 4. Pour le chapitre 5, donc là j'ai été assez vite, parce que c'est des choses que normalement vous connaissez. On l'a vu un peu en TD. On va simplement, pour terminer, s'intéresser au chapitre 6, c'est la stabilité des systèmes à temps discret ainsi que leur précision. Donc stabilité et précision. Des systèmes à temps discret. La stabilité. Rappelez-vous, quelque chose que vous devez retenir tout le temps, c'est très important. C'est le plus important, d'accord. Vous calculez les pôles. Donc ça se fait à partir de l'étude des pôles. Ces pôles, ils doivent être, si vous les placez dans le plan complexe, ils doivent être à l'intérieur du cercle de rayon 1, centré sur l'origine. C'est-à-dire que leur module, s'ils sont complexes, ou leur valeur absolue doit être toujours inférieure à 1. D'accord ? Donc module inférieur à, strictement inférieur à 1. Donc problème, comment calculer les pôles ? Pour les systèmes du premier ordre, ça va être facile, il n'y a qu'un seul pôle à calculer, c'est très facile. Pour les modèles du second ordre, on peut s'en sortir, c'est facile encore, vous calculez le discriminant, et ensuite vous appliquez les formules qui sont archi connues. Alors là, ça va devenir plus compliqué. Si vous avez un pôle, un système d'ordre 3, donc ce calcul il va être difficile si le degré du dénominateur est supérieur ou égal à 3, c'est-à-dire système d'ordre 3. D'accord, on pourrait toujours s'en sortir avec une racine évidente, mais c'est pas toujours évident. Puis ensuite, ça peut être également difficile si vous avez un paramètre variable. Là aussi, si c'est un système d'ordre 1, vous avez un seul pôle à calculer, là il n'y aura aucun souci pour le calculer. Mais si c'est un système d'ordre 2, déjà ça peut devenir un peu plus compliqué. Et n'en parlons pas système 3 ou 4. Donc il va falloir essayer soit de les calculer ou éventuellement de savoir si ces pôles sont stables. Alors là, vous avez vu en continu, vous avez vu quoi ? Vous avez vu le critère de route. Ce critère de route, il vous permet de savoir si tous les pôles sont stables, c'est-à-dire à partir négative. Et bien là, on a ce qu'on appelle le critère de Jury. Alors cette fois-ci, les conditions changent. Là aussi, normalement, il y a un tableau à écrire. Alors je ne vais pas vous le montrer sous la forme d'un tableau. Alors je vais vous mettre les conditions. Alors on va supposer qu'on a un polynôme. D2Z, rappelez-vous, c'est le polynôme qui correspond au dénominateur de ma fonction de transfert G2Z, que j'appelle D2Z, qui va s'écrire ANZN. D'accord, c'est un polynôme d'ordre n, c'est un système d'ordre n, donc le degré du dénominateur c'est n.
D'accord, toujours pareil, on regarde que le dénominateur. On ne regarde pas le numérateur. Quoique, généralement, avoir des zéros instables, c'est pas gênant. Donc on va simplement, ça va pas jouer sur la stabilité, donc on laisse tomber le numérateur. On va avoir des conditions. Alors selon, ça c'est des conditions qu'il ne faudra pas apprendre par cœur, vous les aurez toujours sous les yeux. Pour n égale à 2, il faudra vérifier que A0. Alors rappelez-vous, pour les systèmes du continu, là c'était facile, il fallait vérifier que tous les coefficients sont positifs. Et bien là, c'est pas le cas. Donc déjà, il faut vérifier que la somme des coefficients pour n égale à 2 doit être positive. Il faut vérifier également, toujours vérifier A2 positif. Également vérifier A0 moins A1 plus A2 supérieur à 0. Et vérifier que A2 moins valeur absolue de A0 doit être positif. Donc là, vous avez combien? Vous avez 4 équations à vérifier. Si une de ces équations n'est pas vérifiée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez au moins la présence d'un pôle instable, c'est tout. Donc là, c'est comme critère de route. Il ne vous donne pas la valeur des pôles, mais il vous dit si c'est stable ou pas. Et dans quel domaine c'est stable, éventuellement. Mais si, je répète, si une de ces inégalités n'est pas respectée, il en suffit d'une, c'est pas la peine d'aller plus loin. Donc toujours pareil, vous regardez le dénominateur de G de Z. Ou alors, d'accord, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais ça correspond à l'équation caractéristique de votre équation récurrente. Pour n égale à 3, vous avez un ensemble de conditions, là aussi. A3 doit être positif. Alors toujours pareil, ça c'est vous allez voir, c'est la somme des coefficients qui doit être positif. Non, ça va pas. Vous devez avoir A3 moins valeur absolue de A0 qui doit être positif. Également A0, A2 moins A1, A3 moins A0 carré plus A3 carré doit être positif. Pour n égale à 4, toujours pareil, première condition, vérifier que A4 est bien positif. Ensuite, la somme des coefficients, bon, c'est facile à retenir. Bon, après, les autres conditions, c'est pas la peine de retenir. Moi, je les connais pas par cœur. On pourrait les retrouver avec le tableau, mais j'aime pas, sincèrement, j'aime pas trop faire un tableau. Je préfère vous donner les conditions, c'est plus facile. Ensuite, vous avez A0. Là j'ai 4, là je devrais en avoir 5. Alors pourquoi j'en ai pas 5? Là il m'en manque une là. Pour n égale à 3, il me manque moins A0 plus A1 moins A2 plus A3 doit être positif. Donc ensuite vous avez pour n égale 4, donc vous avez la somme des coefficients positive. A4 positif, A0 moins A1 plus A2 moins A3 plus A4 positif. Ensuite, vous avez A4 au carré moins A0 au carré moins valeur absolue de A0 à 3. Alors après, ça devient un peu... Bon, ça se complique un peu. Moins 0 à 3 moins A à 4 doit être positif. A0 moins A4 au carré. Facteur de A0 moins A2 plus A4 plus A1 moins A3 facteur de A0 A3 moins A1 A4 positif. Voilà. Voilà, donc je vais m'arrêter à ça, je vais m'arrêter à n égale à 4. On n'ira pas au-delà, parce qu'après, les calculs sont beaucoup plus compliqués, donc je vais m'arrêter là. Alors je vais prendre un exemple.
je vais supposer que d2z, le dénominateur c'est z au cube, plus 4 moins 0,75z, moins 0,25. Alors c'est un système d'ordre 3, et là vous remarquez que ça dépend d'un paramètre. Ce paramètre, par exemple, ça pourrait être le un proportionnel, et la question, ça serait pour quelle valeur de k a-t-on la stabilité de votre système à temps discret. Donc je vais appliquer l'équation de Jury. Donc pour n égale à 3, donc je reprends les équations que j'ai écrites en haut, alors forcément 1 est supérieur à 0, ça c'est toujours vrai, ça c'est bon. La somme des coefficients, donc il va s'écrire 1 plus k moins 0,75 moins 0,25 doit être positif. Toujours pareil, s'il y en a une qui n'est pas vérifiée, c'est pas la peine d'aller plus loin. Hein. Donc ensuite on a quoi? Donc ça c'est bon, A3 c'est 1, moins valeur absolue de A0, donc 0,25, puisque A0 ça vaut moins 0,25. Donc ça c'est 0,75, et bien c'est bien positif. Ouf. Si j'avais obtenu un nombre négatif, c'était pas la peine d'aller plus loin. Et puis la dernière équation c'est moins A0, c'est-à-dire 0,25, plus A1, moins, qu'est-ce qu'on a dit? Moins A2. A2 c'est 0. Plus A3. Donc ça fait 1,25, ça fait K plus 0,5 doit être supérieur à 0. Donc ça c'est toujours vrai, c'est bon. D'accord, je répète, si on avait obtenu un nombre négatif, pas la peine d'aller plus loin, c'est fini. Hein. Donc là ça veut dire que 1, ça je peux le simplifier, donc il faut que K doit être positif. Et tout simplement, ici, il faut que K soit plus grand que moins 0,5. Donc pour l'instant, ça a l'air d'aller. Et puis il reste la dernière. Alors je l'ai fait exprès, hein, celle-là c'est un peu plus compliqué. A0, A2. Alors A0, A2, bah, ça fait tout simplement ça fait 0. Moins A1, A3. A1, A3. Donc ça fait quoi? Ça fait moins K. Plus 0,75. Moins A0 carré. Moins A0 carré, bah, ça fait... alors, faut pas que je me trompe. Moins A0 carré, voilà. Voilà, hop. Plus A3 carré. Plus 1. Voilà. Donc voilà voilà l'expression de ma dernière inégalité qui doit être positive. Donc ça veut dire que moins K. Alors ça fait 1,75. Alors 25 au carré, ça fait combien? Bah, ça fait 625. Donc si je le mets au carré, ça fait 0,0625. Donc ça veut dire que moins K plus 1,6875 doit être positif. Voilà. Donc est-ce que... Voilà, j'ai trouvé des conditions. Pour l'instant, je n'ai pas trouvé de problème. Hein. Et chacune de ces équations me donne un domaine. Alors, il y en a certaines où c'est toujours vrai, ça tombe bien. Ensuite, j'ai 3 domaines. J'ai K qui doit être positif, K qui doit être supérieur à moins 0,5 et moins K plus 1,6875 qui doit être positif. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'intersection de ces 3 domaines. D'accord? Donc ça, normalement, vous savez. Hein. Donc je vais faire l'intersection. Donc entre K supérieur à 0 et K supérieur à moins 0,5, ça veut dire que K doit être supérieur à 0. Et en même temps, si je fais l'intersection, regardez, vous avez une borne pour le K qui
qui nous donne 1,6875. Voilà le domaine de K, c'est-à-dire les valeurs de K qui doivent être compris entre 0 et 1,6875 pour que le système soit stable, c'est-à-dire que les racines soient bien dans le cercle de rayon unité, donc le module inférieur à 1. Alors, une autre façon de faire, bon, je vais aller loin, là, je vais aller rapide, hein, je vais aller assez vite, c'est le critère, on peut éventuellement appliquer le critère de route. Alors, pour appliquer le critère de route, il faut d'abord transformer, il faut utiliser cette expression, il faut utiliser cette transformation bilinéaire. Alors, je ne vais pas aller trop vite, je vais aller assez vite, pardon, parce que vous allez voir, c'est un peu plus long, il y a 2 étapes. Voilà, donc je vais remplacer le Z par 1 plus W sur 1 moins W. C'est bilinéaire parce que regardez, on peut avoir Z ou W, Z en fonction de W ou W en fonction de Z. À partir de là, donc ça veut dire que je vais avoir G de Z, il va être transformé en GW. Et ensuite, deuxième étape, j'applique le critère de route. Sur GW. Quand je dis GW, bien sûr, ça correspond au dénominateur. Et ça va vous donner donc les expressions, ça va vous donner éventuellement, ça vous donnera si GW est stable, mais si vous voulez, c'est comme si on repassait dans le cas continu. C'est comme si GW, c'était G de S. Donc on applique le critère de route sur GW. Et ainsi, on peut trouver on peut trouver tout simplement les valeurs pour lesquelles, par exemple, si je reprends le cas d'avant, les valeurs de K pour lesquelles vous avez la stabilité. Alors, je ne vais pas trop m'attarder parce que, attention, cette méthode, il y a 2 étapes. Il y a la transformation, puis critère de route. Alors que donc ça veut dire que c'est un peu plus long. C'est plus long, c'est plus lourd et c'est pas forcément. Ça veut dire que c'est pas plus rapide, donc autant utiliser le critère de jury, simplement pour vous montrer. Voilà, donc ça veut dire que G2L vous transformez en GW, c'est comme s'il était entre guillemets transformé en système continu, et vous allez voir après on peut appliquer le critère de route. Donc je vais pas trop m'attarder dessus. Voilà, donc il faudrait. Donc on va. Dans le cas où vous aurez l'étude de la stabilité, rappelez-vous donc le critère de jury avec les cas pour n égale 2, 3 et 4. Pour n égale 1, là c'est très facile. Voilà, je vous remercie, bonne soirée et restez bien confinés.